Enfant, t'as vécu un drame, tu veux en parler ou pas du tout? Écoute, j'en ai déjà parlé, hein. J'avais un demi-frère, effectivement, Franck. C'est pour ça que je m'appelle Franck dans le premier Baby Sting, d'ailleurs. Et voilà, qui est parti très jeune. Quel âge il a? J'avais 16 ans, lui il avait 28 ans. Et voilà, les addictions à la drogue qui l'ont perdu et voilà, c'était terrible évidemment pour mon père, c'était le fils de mon père, pour sa fille dont je suis le parrain, Sarah. Mais ça fait partie de la vie, hein, et voilà. Et je pense que tu vois, me concernant, je suis quelqu'un de très sage. Tu bois pas, j'ai jamais touché à la drogue. Et je pense que peut-être, voilà, Franck, pour voir les choses du bon côté, a été peut-être pour moi un contre-exemple, ce qui m'a permis de toujours, tu vois, je voulais peut-être faire balancier pour mes parents, tu sais, vu qu'ils avaient vécu quelque chose de très dur, peut-être de l'autre côté, je me dis, je vais faire en sorte que ça se passe bien de l'autre côté pour peut-être contrebalancer, peut-être, tu vois. La perte de ma maman a changé plein de choses. La disparition de ma maman, ça a changé plein de choses dans ma tête. Je suis encore en train d'essayer de comprendre ce qui se passe dans ma tête. Tu vois, c'est très frais. C'est très frais. Même si tu étais préparé psychologiquement. On n'est jamais préparé parce que ça retire rien au choc. C'est un choc, mais ça va mieux. Je me sens mieux. J'avais une tristesse vraiment énorme j'ai passé un mois à Noël qui m'a vraiment fait beaucoup de bien dans la nature encore. Ça a pensé à autre chose. Mais je faisais beaucoup de choses pour elle, tu vois, de mon métier, la chanson et tout ça, c'était vraiment ma première fan, tu vois. Elle était tellement passionnée de chansons et tout ça que je me suis rendu compte que je faisais beaucoup ça pour elle. Enfin, je veux dire, je faisais beaucoup d'efforts pour elle, en fait, pour être un bon garçon, tu vois. En fait, sans s'en rendre compte, on fait ça quand même tous, je pense. Quand t'as abandonné tes études, ça a clashé avec ton père? Ouais, vénère. Mais après, c'est pas une histoire, c'est une histoire classique. Donc tu t'es barré, qu'est-ce qui s'est passé alors? Je me suis barré, je me suis retrouvé dehors, je me suis géré comme tout le monde, voilà, hein, qu'est-ce que je te dis. Il t'a coupé les vivres? Oui, direct. Et tu t'es retrouvé à la rue pendant 1 an? Pas complètement pendant 1 an à la rue, je dirais 4-5 mois dehors, et puis le reste, j'ai un pote qui m'a hébergé. Et quand t'étais hébergé, tu continuais à piquer dans les magasins pour bouffer? Il fallait compléter, bien sûr. Ouais, bien sûr. C'est pratique, hein, de manger dans les magasins. Franchement, c'est un truc que même quelqu'un qui est pas dehors peut faire. Ça, pour le coup, c'est un tip que je vous donne. Bon, après, moi, j'arrivais dans le magasin, j'étais quand même à peu près vêtu, à peu près correctement, machin, mais tu ouvres le club sandwich, frérot, tu manges et tu jettes l'emballage dans le truc, quoi, voilà. Bon, c'est mieux de le faire dans une cabine d'essayage quand même, parce que des fois, j'étais trop détendu et je me baladais, on me faisait quand même comprendre que c'était pas mon restaurant, autant pour moi. Tu sais, l'être humain, il est à l'aise dans toute situation, hein. Au début, je te planque dans la cabine d'essayage et puis un jour, tu manges, mais en visitant, tu dis, c'est quand même un beau lieu, quoi. Au champ, là, c'est quand même super. Complètement con. Et le mec qui vient, il dit, qu'est-ce que tu fous là? Oh merde! C'est vrai que j'avais pas l'intention de payer. T'as une dépression? J'ai une dépression. C'est pas une déprime, hein? Non, c'est pas une dépression. Une dépression. Ouais, c'est une dépression. Chronique? Ouais. Qui vient d'où? Ça m'appartient. Ça m'appartient, ça c'est mon chemin. Tu veux pas en parler? Je peux pas en parler, non. Mais sans être intrusif et sans rentrer dans le détail, ça vient d'où? Écoute, maintenant je vais te l'expliquer parce que je me sens vraiment en confiance. Là, en confiance, là t'as su me mettre en confiance et me valoriser, donc là pour le coup je vais te répondre. Non, mais disons que chimiquement, il y a des moments ça va plus du tout, quoi. Donc ça ne fonctionne plus. Si tu veux, les neurones, il y a de l'huile en fait entre les neurones pour que les signaux électriques passent. Et ben moi il y a plus d'huile et du coup les signaux électriques passent plus. Du coup on mettra la chanson Mets de l'huile. Mets de l'huile, illustrer le petit propos. homme dans la vie, faut que ça glisse. Mets de l'huile, petit homme, écoute. En 1989, c'est le drame. Bruno Carré chope une saloperie et il nous quitte. Il vous quitte. Affreux. Ouais. Donc, ça me donne le frisson quand rien que d'en parler. Parce que c'était il y a plus de 35 ans. Oui. Et t'as l'impression que c'est hier, quoi. Oui, moi j'ai l'impression que c'est hier. Toi, c'était ton meilleur ami. Je revois encore. Je nous vois raconter des conneries, rigoler des bêtises, comme des gosses. Comme chantait Brassens, le trou dans l'eau, c'est pas refermé, quoi. Dans Les copains d'abord. C'est vrai. Est-ce que vous avez, après la disparition de Bruno, est-ce que vous avez envisagé d'arrêter le groupe ou pas? On était paumés. Ça veut dire, pendant un petit moment, on a tout arrêté, on était incapable de faire quoi que ce soit. On était chacun chez nous, à déprimer.
Et puis on s'est appelé, et puis on s'est dit, allez, si on faisait quelque chose. Et je crois, c'est Pierre Lescure qui nous avait appelés pour dire, qu'est-ce que vous faites chacun dans votre coin comme ça, essayez de, voilà. Et on est reparti. Xavier, le frère de Bertrand, était dans les parages. Moi, je le sentais pas du tout, ce mec, mais pas du tout. Et un jour, il voulait me parler, il voulait faire copain avec moi. Et un jour, il me dit non, mais moi, c'est pas ce que tu crois. Moi, je suis associé, j'ai une boulangerie et tout. Et c'est vrai, j'ai une fille. Et c'est vrai que je découvrais un type avec une certaine normalité, sauf que il foutait rien dans la boulangerie, que l'associé faisait tout, qui pillait la caisse et qui l'a buté. Il est en tôle aujourd'hui. Et après, il met un contrat sur toi. Il essaie de te faire assassiner. C'était avant. Mais écoute, je dis, je veux même pas parler de ça, parce que pour moi, je regarde, tu sais, la vie... Parce que tu as eu 1000 vies quand même, mais c'est pas rien que d'avoir un contrat sur la tête et d'avoir un escalier avec un flingue pour te buter. La vie n'a pas de rétroviseur, et c'est ce que je dis aux gens, regardez devant. Si je devais résumer ce qui s'est passé, moi je crois en Dieu, et quand Dieu ne veut pas, j'ai 2 mecs qui m'attendent à la maison pour me tuer. Muriel m'appelle 2 minutes. Muriel Robin m'appelle au moment où je vais pousser la porte. Je ne rentre pas dans l'appartement. D'un seul coup, ça serait trop loin à raconter, mais ça casse tout. Je reviens 3 heures après. Un copain reste dans l'appartement. C'est lui qui se fait tirer dessus. Un truc bracadabrant. Donc, mais voilà, quand t'as pas rendez-vous. Tu finis par avoir des infos. Tu sais qu'ils sont dans le Bataclan, qu'il y a eu des morts. Ouais. Et qu'il y a... on entend les coups de feu, en fait. Oh putain. On entend les coups de feu, on entend surtout l'assaut des forces de police, donc les grenades, les rafales, etc. Et on commence à voir les premiers blessés être évacués. Et qu'est-ce que tu fais? T'as des moyens pour filmer? Je suis avec le caméraman, on est juste un micro, une caméra, et on commence à filmer ce qui se passe sous nos yeux. Donc Mais toi, tu voulais le prix Pulitzer, toi. Non, mais franchement, à ce moment-là, alors toi, tu dis que tu avais les infos. À ce moment-là, on n'avait pas du tout conscience de l'ampleur du truc. Donc on était comme tout le monde, comme les témoins dans la rue. On demande aux blessés qui sortent du Bataclan ce qui se passe, parce que c'était le bordel complet, quoi. Il y avait, évidemment, ils n'étaient pas pris en charge tout de suite. Il y avait les pompiers étaient complètement débordés, et c'est là qu'on commence à comprendre ce qui s'est passé, quoi, et qui nous raconte que il y a des mecs armés qui sont arrivés pendant le concert, qui ont commencé à tirer, qu'il y a beaucoup de morts. Moi, j'ai une vision qu'on m'a décrit, que je n'ai pas vue, mais qui me hante. Ouais. C'est-à-dire un amoncellement de cadavres, les flics qui rentrent après l'assaut, quand tout est fini, un amoncellement de cadavres, une odeur de poudre mélangée à celle du sang, et des portables qui sonnent avec papa, maman, écrit sur les portables. C'est une vision d'horreur, c'est cauchemardesque. Ouais. Et il y a Pardon de te couper. Non. Quand je suis sorti du théâtre, évidemment, j'ai 4 enfants, je les ai appelés, j'ai flippé tout de suite, et j'ai appelé tout le monde pour savoir si tout le monde allait bien. Ouais, c'était vraiment un moment assez difficile à vivre en tant que journaliste, en tant que humain tout court d'ailleurs. Oui, enfant, t'étais comment, timide, réservé, complexé, Oui. mais complexé par quoi Je crois que physiquement déjà, j'étais pas fan de la tête que je pouvais avoir. J'étais complexée aussi parce que... Moi, c'est pareil. Comment? Toi aussi? Ouais. C'est vrai? Pas fan de ta tête, non. Bah. Merci. Je savais qu'à un moment donné, t'allais pas être très agréable. Mais non, et puis surtout, au fil, j'étais pas scolaire. Je détestais l'école. J'étais pas à l'aise. Je trouvais tout laid. Tu vois, je trouvais les locaux laids, Chante-le. les locaux laids. Non, mais c'est vrai, je trouvais pas ça intéressant. Et c'est ce que je dis d'ailleurs dans mon spectacle. Je suis sûre que on apprenait des trucs, j'avais l'impression que ça nous servira à rien plus tard. Moi, j'ai toujours dit que... Moi, j'ai une scolarité carcérale, et j'ai toujours dit que l'école, c'était de la merde. Tu veux en parler, Laurent? Non, mais j'en avais déjà parlé, sauf que j'ai menti à mes enfants toute ma vie. C'est vrai? Ouais. Ah oui, tu peux pas leur dire... Oui. Elle est pas, c'est de la merde, hein, même pour un film. Oh merde, je l'ai fait. C'est quoi, pour toi, les batailles les plus mal menées? Verdun, c'est la plus épouvantable de l'histoire de l'humanité quand même. Verdun, c'est une boucherie cynique. C'est une boucherie cynique où on avance de 10 mètres, on recule de 10 mètres le lendemain, les Allemands avancent, puis c'est les Français, puis les Allemands reculent, puis les Français reculent. Et t'as des généraux qui fusillent à tour de bras des soldats qui disent « moi j'y vais plus, c'est quoi cette boucherie, vous foutez de notre gueule ?» et on les fusille. Et des généraux dégueulasses, planqués dans leur bureau, qui par juste, c'est un concours de bites,
Juste des généraux allemands comme français, mais les Français ont été pires par rapport aux fusillés au sein de leurs propres troupes. Les Français ont fusillé plus de leurs propres soldats que les Allemands ne l'ont fait. Mais par contre, l'état d'esprit était le même. Français et Allemands se disent voilà, ben moi j'ai une plus grosse bite que toi. C'est vraiment une guerre d'ego imbécile. Je parle de Verdun, la guerre de 14 en règle générale, les guerres souvent. Il y a des guerres un peu plus utiles que d'autres peut-être, mais plus nécessaires que d'autres. En tout cas, des rébellions plus nécessaires que d'autres. Mais celle-ci, elle est monstrueuse. Et puis en plus, c'est une guerre moderne avec du gaz de moutarde, avec des obus, avec des gueules cassées. Enfin, 2 millions d'obus tirés par jour. 2 millions d'obus tirés par jour pendant une semaine. 2 millions, mais c'est fou furieux comme chiffre. On se rend pas compte quand on regarde le Stade de France, c'est 100 000 personnes. Bon ben voilà. C'est 200 stades de France mis les uns à côté des autres qui sur une plaine de Verdun et des morts de partout, des gens éclatés pour rien. 2500 pounds de loyer à Londres. Comment tu faisais pour payer ça? 2012. On est arrivé, on a éclaté tous nos économies. Je travaillais livreur de pizza. Tu pariais? Mais des fois, j'arrivais pas à payer. Tu pariais? J'ai parié le loyer. Manchester. Ouais. Real de Madrid. Oui, c'est ça. J'avais pas assez, j'avais 2005 à payer. J'avais moins de la moitié. Je dis à ma femme, on a 2 possibilités. Soit on paye pas le loyer. C'est sûr qu'on peut pas le payer avec ce qu'on a. Soit j'essaie de le miser pour payer le loyer. Elle m'a dit, mort pour mort, va mise. Et tu gagnais. Et j'ai gagné 1 ou 2 fois comme ça. C'est pas les paris m'ont sauvé. Je pense qu'un jour à Marseille, te dire Paris m'a sauvé. Paris sportif. tu l'entendrais ça. Merci Paris. Merci Paris sportif. Ça, tu l'as ton titre putaclic. Redouane qui remercie Paris sportif. 3 petits points. Mais j'étais... Paris. Oui, on t'embrasse. On t'embrasse. Déjà avant ta naissance en 57, ton grand-père maternel, immigré italien, a été retrouvé mort le long d'une voie ferrée. Ton oncle déposera plainte, mais aucune enquête ne sera diligentée et ça restera un mystère familial. Pourquoi à l'époque on s'occupait pas de la disparition d'un petit Rital? C'était une forme de racisme? Parce que c'était un petit Rital et que c'était sans doute une forme de racisme, ouais. Ouais, et ça imprégnait toute ma famille d'un sentiment profond d'injustice. Et c'est sans doute l'une des raisons, mais ça je l'ai découvert bien après, en tous les cas j'y ai songé bien après, c'est l'une des raisons qui explique que j'ai voulu devenir avocat. Et l'explication que vous en avez, il y a aucune hypothèse? Rien, on sait que c'est très vraisemblablement une histoire de femme, il a été retrouvé le long d'une voie ferrée dans une position telle que ça pouvait pas être accidentel, et puis rien. Puis il n'y a pas eu véritablement d'enquête. C'est quoi les signes annonciateurs de ta dépression? Les pensées noires, Je crois qu'aujourd'hui, on dit les pensées de couleur. Hein. Si tu veux être 2025, tu peux plus te permettre de parler comme un... Les pensées, non, mais les pensées dures, quoi. C'est des pensées dures envers moi-même. Obsessionnelles, qui reviennent. Culpabilité, difficulté à ressentir du bonheur alors que tout va bien autour de toi. En fait, c'est déconnexion c'est la déconnexion avec l'entourage. Les gens qui sont faibles, ils sont toujours persécutés. C'est toujours pareil. Hein. Quand on est faible à l'école, qu'on parle à personne, qu'on est timide, qu'en plus on est mauvais élève, on a une proie facile. Donc oui, j'ai été persécuté par les profs déjà. Parce que je me suis fait frapper par les profs. J'ai eu des années où je comptais le nombre de baffes, j'en avais pris une 40aine. Sous quel prétexte? Parce que soit je parlais, je sais pas comment je parlais d'ailleurs, parce que je parlais à personne, mais c'est parce que j'avais des mauvaises notes, etc. Mais ils prenaient du plaisir. Il y a eu une époque, je suis d'une génération où c'était encore fréquent. Hein. Moi, je suis beaucoup plus vieux que toi, je me souviens de ça. Ouais. Et il y avait des fessées à cul nu. Ouais. C'est des humiliations en public. Hein. C'est vraiment, c'est du sadisme. Hein. Voilà. Mais donc quand on est beaucoup victime de ça, parce qu'on est très mauvais à l'école, et qu'en plus les enfants s'en mêlent aussi, parce que encore une fois les faibles ont toujours tort, bah ça fait des enfances un peu difficiles. Donc c'était très dur. Ouais. Après cette émission, c'est clair, on va couper et je vais vous inviter au restaurant. Ouais. Et on va se dire les vraies choses. Ouais, on va se dire les vraies choses. Les choses qu'on n'aurait pas pu dire ici. On vous embrasse les amis. Oh, mais c'est ta musique. Alors c'est pas ma musique, mais je l'ai fait pour toi, c'est mon cadeau. Et je t'aime. Moi aussi je t'aime.